Donc, je traduis que ce webinaire va être enregistré, que vous aurez donc l'occasion, si vous le souhaitez, de le reconsulter. Et donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire commun entre l'URPS, l'ARS, le GIPNUR et le réseau LCD. Donc, bienvenue à tous et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, est celui auquel est confrontée la majorité des médecins, si ce n'est tous, à savoir les douleurs et ces douleurs particulièrement complexes qui résistent à nos traitements habituels, qui nous font parfois nous interroger sérieusement sur leur étiologie et sur les traitements qu'on peut proposer. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous des gens qui peuvent nous guider et qui vont également nous faire part des ressources de l'Île-de-France, ce qui est vraiment le but de ce webinaire. Alors, je voudrais vous présenter en ce sens et en premier le numéro réflexe, qui va devenir en tout cas le numéro réflexe pour vous, qui sera le 01 45 45 45 45, qui est le numéro de recours qui est uniquement réservé aux médecins, et en tout cas pour le moment, c'est uniquement pour les médecins. Qui peut vous aider non pas à gérer les cas complexes puisque ce n'est pas son rôle, mais en tout cas qui peut vous aider à trouver des solutions, à trouver la bonne orientation, à trouver éventuellement d'autres professionnels de santé qui peuvent vous aider. Et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'extrêmement diversifié. Ça sort bien sûr du domaine de la douleur, mais c'est aussi bien ce qui peut aider vos patients sur le plan médical que sur le plan également social, ce qui peut vous aider dans certains cas. Et donc, ce numéro est simple à retenir, il est valable sur toute l'Île-de-France. Et vraiment, n'hésitez pas à y avoir recours. Vous avez une équipe qui est présidée par Noël Duhamel, qui apparaît à votre écran, et qui est vraiment à l'écoute des médecins et qui peut vous orienter dans ce qu'on a tendance à appeler le millefeuille administratif concernant les soins sur l'Île-de-France, qui peut vous aider à y voir plus clair et surtout à trouver la bonne ressource au bon moment. Donc, le GIPNUR a été créé récemment, puisqu'il a un petit peu moins d'1 an. Il a été lancé en décembre 2020. Il a connu une heure particulièrement intense au moment de l'épidémie Covid, puisqu'il a favorisé les prises de rendez-vous pour les médecins lors des premières sessions de vaccination. Tous ceux qui l'ont utilisé, d'ailleurs, ont été vraiment heureux de son efficacité. Et voilà, c'est bien entendu quelque chose qui va s'étendre et qui s'étend, comme vous le voyez sur la diapositive, à des tas de ressources différentes. Dans le domaine de la douleur, ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, le GIPNUR va à la fois bénéficier de ce que vous avez apporté comme renseignement, et je remercie tous ceux qui ont rempli le questionnaire en indiquant quelles étaient leurs propres ressources jusqu'à présent, et bien entendu, ceci vous sera retourné puisque en cas de besoin, on utilisera et on saura vous orienter vers ces différentes ressources. Il est possible, d'ailleurs, j'en profite pour le dire maintenant, que certains d'entre vous soient appelés par le GIPNUR pour préciser certains points, et bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire n'importe quand, vous pouvez tout à fait convenir pour ça d'un rendez-vous téléphonique. Ou même par mail, hein, si besoin. Prochaine slide. Je vais laisser la parole maintenant au docteur Elisabeth Destinto. Destinto, voilà, qui était coupée sur la droite, c'est pour ça que voilà. Donc, qui est la référente douleur de l'ARS Île-de-France et qui va vous faire un tableau de la situation actuelle. Donc, bonjour à tous. Donc, vous avez là une cartographie pour vous situer un petit peu les structures de prise en charge de la douleur en Île-de-France. Donc, au total, vous avez 42 structures réparties sur l'ensemble de la région. Et comme vous pouvez le voir, l'offre est beaucoup plus dense sur Paris. Donc, ça, on fait appel à l'histoire du développement de ces structures. Et bon, l'ARS essaie d'installer des structures en grande périphérie. Donc, si vous regardez bien la carte, vous avez plusieurs petits logos parce qu'effectivement, il y a différents types de structures
vous avez les centres, vous avez les consultations et vous avez ce qu'on appelle les permanences avancées. Vous avez aussi des couleurs différentes parce qu'il faut savoir qu'en fonction de la structure à laquelle vous vous adressez, toutes ne prennent pas tous les patients en charge. Vous avez une spécialisation des structures, certaines ne sont que pour les adultes, il y en a qui font les adultes et les grands adolescents, et il y a des structures qui ne font que la pédiatrie, et donc à ce moment-là, on a les plus jeunes enfants, et ils peuvent aller jusqu'à 18 ans. La prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que c'est que ces structures? Ces structures, en fait, sont toutes installées sur des établissements de santé. Et pour pouvoir avoir une structure de prise en charge de la douleur, un établissement de santé doit faire une demande, doit remplir un dossier et doit être labellisé. Donc, il dispose à ce moment-là d'une reconnaissance contractuelle qui est la labellisation de sa structure douleur. Et c'est inscrit dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et en général, ces structures sont autorisées pour 5 ans. Et puis après 5 ans, on refait une labellisation des structures. Et donc, en Île-de-France, on arrive, d'ailleurs, c'est valable sur la France entière, on arrive en fin des 5 ans. Et donc, il y aura une prochaine labellisation en 2023. Alors, moi, je vous avais dit qu'il y avait 3 types de structures différentes. Il faut quand même savoir que les conditions techniques de fonctionnement, de prise en charge des patients sont un peu différentes. Quand le patient est adressé à un centre, les centres ont obligatoirement la possibilité d'hospitaliser les patients. Donc, ils peuvent avoir des hôpitaux de semaine et bien sûr des hôpitaux de jour. Ça, c'est sur un centre, plus des consultations externes. La consultation, en général, les consultations, elles disposent de la possibilité de faire des hospitalisations de jour et des consultations. Et les permanences avancées dépendent ou des centres ou des consultations. C'est un professionnel du centre ou de la consultation qui va faire une consultation externe dans un site un peu éloigné. Donc, la configuration de base des structures de prise en charge de la douleur, c'est un peu comme les équipes mobiles de soins palliatifs. En fait, pour pouvoir être labellisé structure de la douleur, il faut forcément disposer au minimum d'un médecin, d'une infirmière et d'un psychologue ou d'un psychiatre, puisque la prise en charge d'un patient douloureux fait toujours appel à une prise en charge pluriprofessionnelle. Alors, en ce qui concerne le financement de ces structures, en fait, le financement est directement calculé par le ministère. Il est recalculé tous les ans. Et en fait, ce financement, il y a 2 choses. Il y a un financement socle pour les professionnels et il y a une partie variable à l'activité qui est calculée sur le nombre de consultations externes réalisées. La slide suivante. Alors, quelles sont les missions de ces CETD? Alors, nous, on souhaiterait, comme pour d'autres pathologies, qu'il y ait une prise en charge graduée de la pathologie douloureuse chronique. Et donc, effectivement, théoriquement, les CETD sont réservés pour des patients douloureux chroniques dont la situation est complexe. Et donc, pour nous, ça correspond en fait au niveau expert, servant de relais à une première prise en charge en ville. Donc, après, ils ont tous pour mission d'assurer l'éducation thérapeutique des patients. Ils offrent un plateau technique dont les thérapeutiques ne peuvent se faire qu'en hôpital de jour ou bien ne sont pas bien remboursés en ville. Donc, par exemple, la kétamine, on peut en disposer qu'en établissement de santé. Et après, il peut y avoir des ostéopathes, des gens formés à l'hypnose. Et tout ça, ce n'est pas bien remboursé en ville. Et puis, troisièmement, évidemment, ils doivent se mettre en lien avec le médecin traitant qui a adressé le patient pour pouvoir continuer la prise en charge de ce patient en ville.
Et ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les CETD ont des progrès à faire dans la graduation des prises en charge parce qu'ils sont assez… il y a énormément de files d'attente et en fait, ils ont un petit peu de mal parfois à redonner le patient à la ville une fois que le traitement est stabilisé pour qu'il soit pris en charge en ville. Donc, effectivement, c'est donc le maintien au domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions du patient. Et puis, la fluidification des patients atteints de ces pathologies chroniques. Alors, en pratique, il faut quand même savoir que les délais de prise en charge sont assez longs, puisque selon les centres, ça peut varier entre 2 mois et 6 mois et parfois plus. Alors, il y a quand même un dispositif de prise en charge en urgence qu'on appelle les dispositifs, les patients coupe-fil. Et donc, normalement, selon le type de douleur, le centre peut quand même prendre un patient plus rapidement qu'un autre. D'ailleurs, dans la prochaine labellisation, il sera demandé à ce que ça soit ce dispositif coupe-fil existe obligatoirement. Ça sera une des conditions pour avoir la labellisation. Alors, normalement, tous les centres sont polyvalents. Ça fait partie de la réglementation. Ceci dit, notamment sur Paris, il y a des centres qui ont développé des prises en charge spécialisées dans un certain type de douleur. Et en fait, concrètement, tous les centres antidouleurs se connaissent et il est possible qu'un centre qui a vu la première fois le patient l'adresse pour un deuxième avis quand c'est vraiment quelque chose de très spécialisé sur un CETD dont il sait que c'est la spécialité. Alors, ce qui se passe ces derniers temps, compte tenu de la charge de travail de ces structures, en fait, progressivement, si vous voulez, il y a une espèce de territorialisation qui se fait. Et donc, en fait, il y a certaines structures douleurs qui ne prennent pas en charge des patients parce qu'ils estiment que le patient est beaucoup trop loin de son domicile. Et d'ailleurs, de toute façon, pour les patients douloureux, ce n'est pas très intéressant de les faire voyager et leur faire traverser l'Île-de-France. Donc, il faut essayer effectivement d'être en lien et de connaître la structure qui est plus près de l'endroit où on travaille. Et donc, ce qu'on souhaiterait, nous, quand même, à l'avenir pour ces structures douleurs, c'est d'arriver à mieux graduer ce fameux parcours des patients douloureux chroniques et surtout que les centres antidouleurs s'ouvrent plus sur la ville et facilitent la prise en charge de ces patients, notamment en développant des téléconsultations d'expertise pour que le médecin douleur et le médecin traitant puissent ensemble examiner le dossier d'un patient. Voilà. Et alors, le dernier dispositif dont je ne vous ai pas parlé, c'est alors maintenant, ça s'appelle dispositif spécifique régional, LCD, qui est l'ancien réseau LCD, lutter contre la douleur chronique. Alors, en fait, on était bien conscient quand même que dans cette organisation, il manquait quand même un maillon qui soit plus proche des professionnels de premier recours. Et donc, l'ARS a donc financé ce réseau, maintenant DSR, depuis plus de 10 ans. Et donc, ce réseau est spécifiquement fait pour aider les médecins traitants dans la prise en charge de leurs patients. Et donc, en fait, le médecin traitant, au même titre que les patients douloureux chroniques, peuvent s'adresser directement au réseau LCD pour discuter de la prise en charge de leurs patients. Et par ailleurs, le réseau LCD dispose d'un financement spécifique pour aider à la formation des professionnels de santé du premier recours pour la prise en charge de la douleur, que ce soit pour aider à la formation à l'ETP ou à la formation pour des kinés, des infirmières, voilà. Et donc, avec ce qui s'est passé sur le Covid,
et l'augmentation et les appels au secours, notamment des CETD qui s'occupaient de la prise en charge de la douleur, on a décidé de renforcer cette structure. Et donc, normalement, il va y avoir un peu plus de professionnels, notamment pour répondre à la prise en charge sur la douleur du Covid long. Et le deuxième aspect qu'on a voulu absolument développer, parce que moi, j'ai eu des appels au secours des CETD pédiatriques, notamment de Necker et de Trousseau, totalement débordés par les demandes. Et donc, on va mettre sur le réseau LCD une valence pédiatrique pour aider à la prise en charge des enfants en ville et continuer le travail une fois qu'ils sont stabilisés par le CETD, pouvoir continuer la prise en charge en ville. Voilà. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur la présentation justement, et ça va répondre aux questions qui sont un cavardage sur l'organisation du DSR, du réseau LCD. Donc, je suis le docteur Evelyne Renaud-Tessier. J'ai le plaisir vraiment de participer à cette présentation à plusieurs voix et de partager tant que faire se peut par ce webinaire, d'avoir une rencontre avec vous. Donc, on va faire donc à plusieurs voix, vous présenter déjà le dispositif LCD, donc le DSR LCD, dans son organisation, dans son fonctionnement, pour que vous connaissiez la manière de l'utiliser. Et puis ensuite, on voulait enchaîner avec Natacha Regenberg et Andréi, la présentation de cas cliniques qui vont être un petit peu l'objet aussi justement d'avoir une présentation très pratico-pratique et qu'on puisse un peu échanger sur des choses qui nous concernent au quotidien. Alors, un petit mot sur l'ampleur, je veux bien la diapo d'après, sur l'ampleur de la situation. Donc, effectivement, la douleur chronique, un vrai enjeu de société. Je me réfère au livre blanc de la société savante, qui est la SFETD, Société française d'études et de traitement de la douleur, qui a édité en 2017 un livre blanc et parlait à ce moment-là, mais ça ne va pas changer, 12 millions de Français. On pense que 50% de la population est touchée à un moment donné par des douleurs qui peuvent se chroniquiser. 14 millions de personnes en Île-de-France, le Covid long qui arrive, voilà. Donc un enjeu qui est lié au nombre et un enjeu moral, puisque évidemment le retentissement de la douleur est sévère. Le livre blanc citait notamment à 30% des patients qui, en raison de la douleur, pensent à mourir. Donc un enjeu important, et puis bien sûr, et aussi un enjeu économique et social, l'arrêt de travail, la désinsertion sociale, l'isolement, le retentissement de la qualité de vie qui est majeur dans les syndromes douloureux chroniques. Voilà, trois défis, celui de la subjectivité, parce que la douleur, s'il y a bien quelque chose de particulier, c'est que c'est le patient qui la ressent et que à ce jour, on a des outils pour évaluer la sensation douloureuse et son retentissement et pour guider la prise en charge qui va être plurifactorielle pour accompagner ces patients. Le défi de la pluridisciplinarité, on a parlé de professionnalité, plusieurs professions, mais aussi plusieurs disciplines, la rhumatologie, la gynécologie pour l'endométriose. Enfin, on va avoir besoin parfois d'un éclaiage d'experts pour guider aussi le bilan étiologique. Le défi aussi d'accompagner ces patients qui ont une présentation, une plainte, et c'est pas du tout péjoratif, mais qu'il faut aussi accompagner. La confrontation aux patients douloureux, pas quelque chose d'évident, et la multitude des acteurs de premier recours, vous, les médecins traitants en première ligne, les kinésithérapeutes,
grand champ de la prise en charge de la douleur chronique, les psychologues en particulier, et puis bien sûr les acteurs, potentiellement les experts du CETD et autres, le pharmacien, qui est aussi un élément important. Donc, dans certains cas, la nécessité d'une coordination. Voilà, donc comment tirer, voilà, dans des situations qui se présentent de façon complexe, où on a essayé des choses, ça ne fonctionne pas, finalement le patient revient, c'est pas solutionné, et bien souvent il faut se mettre à plusieurs, et c'est pour ça qu'on met cette équipe de coordination pour évaluer, orienter, chercher les intervenants, organiser un certain nombre de choses, et je vais laisser mon collègue vous présenter l'organisation concrète du réseau. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Stéphane Borin, adjoint de direction du dispositif spécifique régional à lutter contre la douleur. Donc, notre structure est portée par l'association Ville-Hôpital Lutter contre la douleur, qui a été créée en 1995 par le docteur François Bourreau. Donc, pour répondre à une des questions directement, nous ne sommes pas adossés à une structure hospitalière, mais portés par cette association qui est basée dans le 13e arrondissement de Paris. Donc, la structure est dirigée par un conseil d'administration bénévole, qui est présidé par Natacha, qui est présente aussi avec nous ce soir, qui introduit ce webinaire. Et la structure est également financée et soutenue par l'ARS. Notre zone d'intervention, donc nous avons vocation à intervenir sur toute l'île de France. Nous avons envoyé une petite cartographie de nos nouvelles inclusions en 2020. Par rapport à l'historique, toujours, nous avons et notre réseau, donc beaucoup d'inclusion dans le centre de Paris, comme vous pouvez le voir, mais avec une volonté en tout cas d'être beaucoup plus accessible et connu par les différents professionnels de santé sur les différents départements de la région Île-de-France. Alors, au niveau de notre équipe, au niveau de l'équipe médicale, nous avons 2 médecins coordonnateurs algologues qui travaillent avec nous à 40%. Une équipe de coordination paramédicale composée de 2 ETP d'infirmières coordonnatrices. Nous avons accueilli depuis quelques temps une stagiaire coordinatrice aussi également. Et au niveau de l'équipe administrative, 2 salariés. Comme l'a dit Mme Dassato juste avant, nous avons vocation justement à structurer et à déployer un parcours pédiatrique. Donc, à partir du début d'année 2022, nous allons accueillir aussi deux collègues qui seront spécialisés sur le versant pédiatrique. Alors, nos objectifs, ils ont été évoqués dans la présentation juste avant, donc je ne vais pas m'y attarder, mais voilà, c'est apporter un soutien aux professionnels de ville pour la prise en charge des patients douloureux chroniques, c'est améliorer la qualité de la prise en charge de ces patients en leur proposant justement un accompagnement du conseil, de la coordination de proximité et de faciliter le lien ville-hôpital en contribuant justement au décloisonnement de ces 2 secteurs. Alors, plus concrètement, au niveau de notre dispositif, donc différentes possibilités d'inclusion. Donc, l'inclusion principale, ça fait directement en lien avec le médecin traitant. Donc, nous avons élaboré un dossier d'inclusion qui est disponible sur notre site Internet, que vous pouvez télécharger et qui vous permet justement de renseigner les informations nécessaires à la connaissance du patient, de ses antécédents, de ses problématiques douloureuses pour pouvoir justement l'inclure dans notre structure. Nous avons mis en place aussi également, pour faciliter le lien avec les patients, un questionnaire en ligne qui leur permet, eux, d'auto-évaluer leur problématique douloureuse et de pouvoir aussi, en lien avec le médecin traitant, nous solliciter en nous transmettant leur dossier d'inclusion. L'autre versant, c'est le versant en lien avec les médecins de douleur ou les centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Ils peuvent nous adresser aussi directement des patients qui sont pris en charge dans leur structure. Ensuite à ça, nous réceptionnons tous les dossiers qui sont étudiés par notre équipe de coordination médicale et paramédicale. Est mis en place une consultation d'évaluation d'orientation, donc une analyse du dossier et un échange en lien avec le patient. Cette consultation peut se réaliser soit en présentiel ou en distanciel. Elle permet de faire un point sur l'histoire douloureuse du patient, avoir des informations sur son environnement, ses problématiques et de discuter de ses objectifs et de ses besoins d'accompagnement. Suite à cette consultation d'orientation, va être mise en place la coordination, c'est-à-dire
le déploiement des différents outils, partenaires, ressources qui sont à notre disposition pour pouvoir accompagner le patient selon ses besoins qui ont été identifiés. Donc, ça peut être la mise en place d'ateliers d'éducation thérapeutique, soit en groupe ou en individuel. Ça peut être le relais vers des professionnels et des partenaires du réseau qui sont formés à la prise en charge de la douleur chronique. Ça peut être l'organisation de réunions de concertation pluridisciplinaire, je reviendrai tout à l'heure. Ça peut être en fonction des besoins et de l'hospitalisation. On n'a pas vocation, je pense, à gérer les urgences, donc ça peut être aussi un des relais possibles. Ça peut être aussi un transfert vers un CETD ou bien d'autres structures partenaires comme les dispositifs d'appui à la coordination, les MSP ou les CPTS. Par rapport au cadre réglementaire, notre structure a vocation à accompagner le patient durant 1 an et 3 mois. Et à la fin de cet accompagnement, nous transmettons un PPS au médecin traitant qui l'informe de tout ce qui a été mis en place durant cet accompagnement. Bien entendu, durant tout l'accompagnement, le médecin traitant est informé régulièrement sur les évolutions du patient, sur les problématiques potentiellement rencontrées ou autres. Donc, il y a un lien direct qui est fait avec notre équipe de coordination avec le médecin traitant au fil de l'eau. Mais il reçoit quand même à la fin l'essentiel de tout ce qui a été réalisé pour suivre son suivi du patient. Diapo suivante. Voilà. Donc là, quelques petites infographies sur notre dossier douleur, comme je vous dis, qui est disponible sur notre site internet, et vous pouvez voir le lien en dessous de cette page. C'est un dossier qui permet de caractériser, identifier les différentes problématiques douloureuses du patient, avoir des informations sur ses antécédents, sur l'histoire de la maladie, qui nous permet d'avoir justement les informations nécessaires pour ajuster notre consultation et ensuite les différentes ressources, solutions qui pourront lui être proposées par la suite. Dans le dossier, il y a une partie qui est très stratégique pour nous, c'est la partie où le médecin, le professionnel de santé identifie quelles sont ses attentes par rapport à notre niveau. Est-ce qu'il souhaite que son patient bénéficie d'ateliers d'éducation thérapeutique? Est-ce qu'il souhaite qu'on organise une réunion de consultation professionnelle ou il souhaite qu'on lui adresse, qu'on lui donne les coordonnées d'un correspondant, d'un kiné, d'un psychologue qui soit présent sur son territoire. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, cette diapo représente un petit peu les grandes phases et étapes de notre accompagnement. Comme j'ai dit, la consultation d'évaluation d'orientation, qui est vraiment le moment stratégique, qui permet de faire le point avec le patient sur ses besoins, ses problématiques et ses objectifs, qui vont être le facteur essentiel sur les éléments qui seront proposés. Les réunions de consultation pluriprofessionnelles, qui sont un temps d'échange et de partage entre différents professionnels de santé. L'idée, c'est que pour tous nos partenaires et autres professionnels de santé, de nous présenter un cas, une problématique liée à un patient douloureux. Et dans le cadre de cette réunion, où seront présents des psychologues, des kinés, des rhumatologues, des algologues et autres, avoir le regard, le retour d'autres professionnels pour une prise de recul, pour essayer d'identifier des pistes de solutions face à des problématiques qu'il peut rencontrer. Nous essayons d'organiser ces réunions de concertation professionnelle une fois par mois, en présentiel et en distanciel. Nous alternons aussi les jours, ça peut être en fin de soirée, ça peut être aussi le samedi. Donc voilà, nous organisons ces réunions régulièrement. Et vous avez la possibilité de nous solliciter directement aussi si vous avez une problématique particulière pour que nous organisions une réunion, une RCP directement liée à un de vos patients. La phase d'accompagnement du patient, une phase qui est stratégique aussi pour nous, parce que c'est un lien qui est fait régulièrement avec le patient par nos coordinatrices, qui se passe beaucoup par téléphone. Il y a souvent la nécessité de les rassurer, de les réactiver aussi lorsqu'ils sont dans des situations un petit peu plus compliquées, lorsqu'ils ont un petit peu moins envie d'avancer sur les différents éléments du programme. Donc voilà, c'est un lien qui se crée avec les patients et qui permet justement de débloquer certaines choses. Et la phase de coordination des professionnels qui permet justement d'avoir des contacts réguliers, que ce soit avec le médecin généraliste et les différents acteurs de l'accompagnement, pour pouvoir suivre le patient tout au long de cet accompagnement. Nous avons mis en place également une ligne d'algovigilance. Donc, c'est une ligne médicale. Donc,
au bout de ce numéro, c'est un de nos médecins coordonnateurs qui répond, donc accessible de 8h30 à 20h, qui vous permet à vous professionnels de santé de pouvoir questionner, interroger nos collègues médecins sur des problématiques à la prescription ou un conseil, ou si vous avez besoin de conseils particuliers dans le cadre d'une prise en charge. Comme j'ai dit, c'est un numéro qui est uniquement à destination des professionnels de santé, qui n'est pas à transmettre aux patients. Donc, outre la coordination, l'autre élément important de notre dispositif, c'est l'éducation thérapeutique. L'objectif, c'est de contribuer en tout cas au déploiement de cette expertise sur le terrain. Donc, nous proposons de la formation aux différents professionnels de santé qui sont intéressés par le sujet et nous mettons en place un certain nombre d'activités, de programmes d'éducation thérapeutique à destination des patients que nous accompagnons. L'idée, c'est de les aider à comprendre et à mieux maîtriser leur douleur, à mieux gérer leur traitement, à apprendre à se relaxer, à faire de l'auto-hypnose, à avoir moins d'appréhension dans le cadre de leur mouvement, dans le cadre d'activités physiques. Donc, ces ateliers d'éducation thérapeutique sont déployés par notre réseau de professionnels libéraux. Ça peut être des kinés, ça peut être des psychologues, ça peut être des infirmiers, ça peut être des médecins qui sont formés à l'éducation thérapeutique. Nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers et les nouveaux professionnels que nous formons ont vocation justement à pouvoir proposer ces ateliers sur tout le territoire. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, un des éléments essentiels de l'accompagnement, c'est la consultation d'évaluation d'orientation. Ce temps d'échange permet à nos équipes de pouvoir élaborer ce qu'on appelle le bilan éducatif partagé, qui va permettre justement d'identifier quel est le profil des patients, quels sont ses besoins et sur quel type d'atelier pourrait être orienté. Ça nous permet aussi de pouvoir justement voir en fonction des ateliers qui sont individuels ou collectifs, qui sont en présentiel ou en distanciel. Maintenant, on essaie de faire de plus en plus, de voir quels sont les intérêts et la pertinence pour le patient par rapport à ces différents types d'ateliers et modalités d'ateliers. On l'a évoqué plusieurs fois, notre structure elle est basée sur la coordination, sur l'éducation thérapeutique, mais elle est grandement dépendante de notre réseau de partenaires. Nous travaillons avec les professionnels de santé libéraux, avec tout type de professionnels de santé, un médecin généraliste, rhumatologue, psychiatre, psychologue, kiné, psychomote ou infirmier, qui ont une appétence ou une expertise sur la question douloureuse et l'éducation thérapeutique. Et parallèlement, nous mettons à leur disposition des sessions de sensibilisation, de formation pour aider à la montée en compétences. Nous organisons également des différents webinaires ou des temps comme notre journée annuelle qui permettent justement aussi de créer du réseau, de faire du lien, de monter en compétences sur ces différents sujets et de pouvoir justement développer aussi un réseau pour pouvoir travailler de manière coordonnée et en pluridisciplinarité. Voilà. Diapo suivant, s'il te plaît. Et diapo qui indique quelques éléments financiers. Donc là, c'est les éléments financiers qui nous permettent de rémunérer nos partenaires libéraux via les financements de l'ARS. Donc, en ce qui vous concerne, il y a les bilans douleur qui sont des sessions d'évaluation de la douleur des patients qui sont rémunérés à 50 € au niveau de 2 évaluations de douleur par patient dans l'année, hors ALD, ou les réévaluations qui sont rémunérées à 25 €. Il y a une petite infographie là, sur les grandes pathologies, syndromes, problématiques que nous rencontrons et que vous rencontrez directement au niveau de la question des douleurs chroniques. Donc la fibromyalgie qui représente une grande partie de nos patients en termes de file active, tout ce qui est lombalgie, migraine, atralgie, vulvodynie, endométriose et la question des Covid longs qui a été évoquée tout à l'heure, qui se développe de plus en plus. Donc là, je vais laisser la main aux collègues qui vont présenter quelques petits cas cliniques pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Merci Stéphane, et j'en profite pour remercier le docteur Destinto et le docteur Irine Renaud-Tessier pour la clarté de leurs explications. Donc voilà,
on va passer à des cas cliniques qui font partie soit des demandes, les douleurs qui nous posent problème habituellement, soit qui sont des cas particulièrement caractéristiques de ces douleurs complexes qui posent problème aux médecins. Donc, bien sûr, ce n'est pas exhaustif et vous pourrez bien entendu intervenir. On va même vous demander à certains moments d'intervenir et on va essayer de vous présenter ça de la façon la plus interactive possible. Diapo suivante. Voilà. Alors, je vais lire ceci. Donc, Madame D, qui a 53 ans, qui a été opérée d'une mastectomie pour un cancer du sein droit l'année dernière. Elle se plaint de fatigue. Elle n'a pas repris son travail, elle mobilise mieux son bras grâce à de la kinésithérapie. Elle se plaint d'une douleur lancinante du côté opéré, malgré des antalgiques palier 2. Elle n'arrive plus à porter de soutien-gorge ni de prothèse externe et elle se sent abandonnée par son service de cancérologie d'origine. Heureusement que vous êtes là. Diapo suivante. Donc, ceci est un petit sondage, on va vous expliquer comment y répondre. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucune mauvaise réponse. Mais par contre, ça va nous intéresser de voir comment vous réagissez par rapport à ce genre de patient qui est une patiente que nous avons vue il y a un quart d'heure et que nous reverrons demain ou après-demain. Donc, je vais laisser Marie peut-être ou Sylvie vous expliquer comment répondre. Oui, je vais juste lancer le sondage. Vous allez avoir accès aux 4 réponses et pouvoir cocher en fait là où les réponses que vous pensez être les mieux adaptées. On va vous laisser quelques minutes et puis ensuite on partagera vos résultats sur l'écran. Donc c'est parti. Normalement là vous pouvez répondre. Super. Voilà, donc je vous rappelle les possibilités. Vous la réadressez au centre de cancéro, même si elle s'est sentie abandonnée. Vous passez à un palier 3, alors qu'elle était au palier 2. Vous la rassurez. C'est normal d'avoir mal après une chirurgie et une mastectomie en particulier. Au petit 4, vous cherchez une douleur neuropathique. Là, ça fait 1 minute. Vous êtes 36 médecins sur 42 présents à avoir répondu. On va mettre fin au sondage et vous partagez les résultats. Voilà. C'est dans quel sens? Le rouge, c'est le maximum de réponses. Voilà. Donc, oui, bien sûr, on cherche une douleur neuropathique. Après, c'est comment on la cherche. Rassurer, bien sûr, oui, mais l'idée, c'est pas s'arrêter là, même quand on ne sait pas trop quoi faire, parce que la douleur neuropathique après une chirurgie, en particulier une chirurgie du sein, elle est fréquente. Et lorsque la personne est en rémission, c'est-à-dire lorsqu'elle a fini ses premiers traitements, du cancer du sein qui dure à peu près 1 an, le prochain rendez-vous qui est donné par le centre, c'est 1 an après. Et c'est toujours une période très difficile pour les patientes et patients, puisqu'il y a quelques hommes, de comprendre ce délai-là. Il y a vraiment ce sentiment d'abandon qui ressort très fort. Alors, la réadresser au centre de cancéro, en général, les centres sont justement pas hyper équipés pour cette période de surveillance, au sens où ils s'occupent préférentiellement, alors c'est pas exhaustif, mais ils s'occupent préférentiellement des personnes qui sont en traitement. C'est vrai que cette période entre les deux, éventuellement une consultation de douleur spécialisée, oui, mais peut-être qu'on peut commencer à travailler pour ces patients-là. Et le palier 3, vraiment exceptionnel sur ce type de douleur, c'est souvent pas la solution. Alors parfois pour passer un cap sur un peu d'opiacés à durée courte, vraiment dans l'idée de passer un cap difficile et de s'occuper très rapidement du relais. Les douleurs neuropathiques répondent très partiellement aux morphiniques
et on a souvent après une problématique de tolérance dans ces situations-là. Alors, pour parler un tout petit peu plus, et c'est ça que je voulais un peu aborder avec vous, peut-être la diapo d'après. Voilà, quelques éléments autour de ce chapitre de la névralgie brachio-thoracique, qui est vraiment caractéristique de la chirurgie du sein et qui est vraiment un territoire très particulier qui concerne la zone de mastectomie ou de tumorectomie, l'aisselle et la partie inférieure du bras du côté du sein opéré à cause d'un nerf qui est lié au type de chirurgie, on n'y peut rien. On sait qu'il y a 30% des patientes qui vont développer derrière une douleur du type neuropathique puisque le nerf a été lésé. Et dans ces 30%, donc c'est pas très très fréquent, 5% vont développer des douleurs sévères et vont se chroniciser derrière. Donc c'est extrêmement fréquent. Et vous êtes les généralistes finalement, ceux qui vont les recevoir finalement un peu en premier parce qu'elles sont prises dans le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie. Les choses au départ passent un peu inaperçues entre le lymphodème, entre tout un tas de problématiques aussi de l'après-cancer et reste cette douleur qui est assez caractéristique. Et souvent les femmes disent je ne peux plus mettre mon soutien-gorge. Enfin, c'est vraiment ainsi parce que ça frotte en fait. Donc c'est ça qui les gêne le plus. Il y a souvent après une implication mêlée dans le contexte et puis bien sûr le retentissement émotionnel et puis les attitudes d'évitement qui vont complexifier la situation. Le dépistage de la douleur neuropathique, le fameux test que vous connaissez, oui, je vais remettre ma vidéo, excusez-moi, le test qu'on appelle le DN4, je vous l'ai mis je crois un petit peu après, pour tester ce qu'on appelle l'allodynie, c'est-à-dire que lorsque l'on frotte simplement la zone, la personne va ressentir une douleur très désagréable, des fois à titre de grattage, de prurite, ou à titre d'élancement, ou en tout cas, et parfois même une sensation qui va être à l'inverse, hypoesthésique. Et dans ces zones-là, paradoxalement, vont se développer une sensation douloureuse importante. Le traitement est assez simple et peut être vraiment conduit en ville par l'introduction de la gabapentine, à préférer à la prégabaline. Vous savez que là, depuis le mois de mai, on a vraiment une surveillance de la prégabaline parce qu'il y a des risques de tolérance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre, mais ça veut dire qu'il faut suivre et pas faire des prescriptions trop longues pour réévaluer l'impact de ces médicaments-là. Et puis souvent accompagner moralement aussi ces personnes-là qui sont dans une réinsertion dans leur vie de tous les jours après un épisode traumatique de la prise en charge d'un cancer du sein. Voilà ce que j'avais envie de partager un petit peu avec vous. Voilà, je vous ai remis l'échelle que peut-être et sûrement vous connaissez déjà parce qu'elle est simple à faire, c'est vraiment dans le territoire et ça a prouvé un dépistage qui est assez efficace, de tester dans le territoire douloureux et de rechercher des zones de picotement, de fourmillement, donc des choses cliniques, et l'examen clinique, simplement de frotter ou de picoter avec un... Alors, si on a un petit fil standardisé, ou sinon, ça m'arrive de prendre, même de pincer ou de prendre le petit bout du marteau qui pique un peu, ou un capuchon qui pique un peu pour tester ces zones-là. Voilà ce que j'avais envie de partager un peu avec vous. C'est vraiment un sujet important, vu la quantité de personnes concernées. On sent que ces zones charnières dans l'année qui suit nécessitent une prise en charge avec un médicament qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires, qui peut vraiment contrôler les choses et d'accompagner ces patientes-là pour éviter justement de chroniciser ces douleurs lorsqu'elles sont prises en charge assez tôt. Je n'ai pas parlé aussi de l'application de capsaïcine, des pansements de Qutenza qui sont vraiment efficaces. Alors ça, il faut les réadresser pour le coup en hôpital de jour qui peuvent les appliquer. Et là, on a quelques partenariats si vous ne trouvez pas pour justement réadresser soit en structure, soit dans le centre de cancérologie qui est un hôpital de jour du beurre qui peut le faire. Donc, si vous ne trouvez pas, on peut vous aider à orienter ces patients-là. On garde un petit temps pour des questions. On voulait enchaîner sur un deuxième cas. Donc cette fois-ci, c'est moi qui vais le présenter et laisser Natacha chacun notre petit domaine de compétences. Donc
là, il s'agit dans cette présentation d'une autre femme de 63 ans qui a déjà consulté et qui vient vous voir avec un diagnostic de fibromyalgie qui a déjà été diagnostiqué il y a plusieurs années. Les choses sont maintenues. Elle se plaint d'une douleur qui lui est intense, qu'elle juge invalidante, qui la gêne dans ses gestes quotidiens, une douleur qui est diffuse dans l'ensemble du corps. Et elle a tout essayé. Et vous avez tout essayé avec elle. Et donc, ces personnes-là qu'on a parfois, on vous propose là encore de voir quelle est votre préférence entre ces différentes questions. On va laisser le petit module. Alors, je relance le sondage, du coup. Ouais. Hop, c'est parti. Voilà, donc, vous ne savez pas quoi lui proposer. Vous préférez la relayer à un confrère. Vous tentez le fentanyl transcutané à petite dose. Parce que voilà, vous la convainquez de consulter un ou une collègue psychologue, ou vous avez une autre proposition. Là encore, hein, pas de mauvaise réponse, hein, c'est juste pour discuter. Alors, vous la connaissez, c'est Madame R. Vous savez, c'est celle qui est arrivée chez vous avec un caddie dans lequel elle avait tous les examens et toutes les ordonnances qu'elle a collectionnées depuis plus de 10 ans. Et comme elle vous dit, elle a tout essayé, docteur. Et là, généralement, vous soupirez. On l'a pas mis la case, soupir. Voilà, vous êtes 34 sur 44 à 36 sur 44 à participer. Je laisse encore quelques secondes. Allez, courage. Puis alors, ceux qui ont marqué autre, je veux bien que vous nous mettiez dans le chat ce que vous avez justement fait ou ce que vous avez envie de faire. Voilà. Je partage les résultats. Donc là aussi, hein, 2/3, effectivement, vous aimeriez bien l'appui du psychologue. Pour la moitié d'entre vous, oui, c'est ça, hein, on a très envie de la relayer. C'est humain, hein, bien sûr. Voilà, quand on ne sait plus quoi proposer, on est vraiment démunis. Donc c'est vraiment sur ces patients-là où on pense qu'il faut travailler à plusieurs. Et je laisse Natacha, bien sûr. Et en effet, c'est vraiment la conclusion. Hein. Vous avez bien ressenti les choses. On ne peut pas rester seul par rapport à ce type de patient. On va passer à la diapositive suivante, si vous voulez bien. Voilà. Donc, je vois parmi les réponses qui ont été données, adressées en centre de la douleur en les suppliant de la prendre le plus vite possible. Oui, le plus vite possible, ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle a mal. Autre proposition, introduction d'antidépresseurs, proposition de prise en charge physique par kiné. Alors, la fibromyalgie, c'est une pathologie un petit peu particulière et c'est vrai que moi j'ai tendance à parler de syndrome fibromyalgique plutôt que de fibromyalgie, parce que fibromyalgie, les gens ont parfois tendance à s'enfermer, s'enquister dans une pathologie, tandis qu'un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Et ces symptômes, ils existent en effet réellement. Trop souvent, on voit nos patients fibromyalgiques arriver en disant qu'on leur a dit que c'était dans la tête. Ben non, ce n'est pas dans la tête, ça fait mal. Mais on ne peut pas séparer en effet le corps de l'esprit et on verra tout ce qui peut influer sur ces douleurs. Alors, pendant très longtemps, le diagnostic de fibromyalgie était un diagnostic d'élimination. Hein, on disait, ben voilà, c'est pas une spondylarthrite ankylosante, c'est pas un autre rhumatisme inflammatoire, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, il doit bien rester la fibromyalgie. On a maintenant des outils qui permettent quand même d'y répondre de façon un petit peu plus précise, notamment le questionnaire que vous voyez s'afficher, qui est le questionnaire FIRST, qui a quand même une spécificité et une sensibilité qui sont quand même assez importantes. Si on a l'habitude de prendre en charge les patients fibromyalgiques, alors ce sont en grande majorité des femmes, puisqu'il y a 9 femmes pour un homme qui en souffrent, mais il y a malgré tout des hommes fibromyalgiques. On a un petit peu
l'habitude de ces patients, hein, contrairement à ce que peuvent penser les gens qui ne connaissent pas bien cette pathologie, ce ne sont pas du tout des tirs au flanc, ce ne sont pas du tout des gens paresseux qui se laissent aller, c'est souvent au contraire des hyperactifs qui ont toujours fonctionné de façon presque trop importante, toujours en s'oubliant, pensant aux autres. Ce sont les personnes que vous voyez dans la rue qui portent 5 sacs à chaque bras, parce que quand on fait des courses, il faut rentabiliser le temps et l'espace pour ces courses, et puis un jour ils se font mal. Donc, comme ils se font mal, ils doivent arrêter de fonctionner de cette façon. Et puis, quand ils reprennent, ben, ils veulent reprendre comme avant, aussi fort, aussi dur, et donc ils se refont mal, cette fois-ci, pour des événements moindres, et ça devient un cercle vicieux avec des gens qui finissent par avoir mal pour des efforts tout à fait minimes, qui en plus voient que les traitements habituels ne fonctionnent pas, donc ils sont assez rapidement dans une sinistrose, qui ont peur pour certains, quand ils sont allés regarder sur Internet de façon un peu inappropriée, qui ont peur de terminer dans une chaise roulante, de se retrouver sous morphine. Donc il va y avoir toute une prise en charge qui est par définition pluriprofessionnelle, qui va devoir intervenir. Et quand je parle de prise en charge pluriprofessionnelle, elle va bien entendu intégrer des kinésithérapeutes, puisque la remise en mouvement, la lutte contre la kinésiophobie va être absolument indispensable, des thérapeutes de différents types. Il peut y avoir également un traitement de la dépression quand elle est associée, ce qui n'est pas systématiquement le cas. On peut avoir recours à des spécialistes de la douleur ou prendre en charge soi-même, mais de toute façon, il faut au moins, je dirais, ce trépied du médecin traitant, qu'il soit spécialiste ou généraliste, du kinésithérapeute et d'un thérapeute, dans l'idée que ce n'est pas toujours pour traiter une dépression sous-jacente, mais que toute douleur chronique a obligatoirement un retentissement sur le moral, et que, bien entendu, toute atteinte morale a également un retentissement sur les douleurs chroniques. Encore faut-il que toute l'équipe travaille en synergie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment des gens qui soient formés à ce type de pathologie et qu'on ne se retrouve pas, par exemple, avec un kiné qui dit bah, « pour l'instant, je vous masse jusqu'à ce que vous alliez mieux et on attend que vous n'ayez plus mal pour commencer les exercices », parce que, bien entendu, ceci serait contre-productif. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc on vous a montré tout à l'heure le questionnaire qui est rempli normalement par le médecin pour inclure un patient dans LCD, LCD lutter contre la douleur. Vous avez également un auto-questionnaire que vous pouvez tout à fait demander à votre patient de remplir chez lui et de vous apporter, ou bien il le fait ou elle le fait avec vous, ce qui est bien entendu un peu plus chronophage, mais qui et parfois permet de préciser certains points. Alors, le mauvais côté des choses, c'est que du coup, parfois, ça manque un petit peu d'objectivité. Les gens font un petit peu plus attention à ce qu'ils veulent dire, mais je pense que ça peut se faire, là encore, en synergie. Une chose également que je voulais dire et qui me tient à cœur, et les gens qui me connaissent le savent particulièrement, c'est que le syndrome fibromyalgique, ce n'est pas juste des douleurs. Ça s'inscrit dans quelque chose de plus complexe. Ça s'associe d'ailleurs généralement à d'autres douleurs, à des troubles du sommeil, à des troubles digestifs. On peut retrouver d'ailleurs une concomitance avec des maladies inflammatoires, ce qui existe tout à fait. On sait qu'il y a également certains traitements qui peuvent provoquer des douleurs qui sont assez proches des douleurs de la fibromyalgie. Je pensais notamment aux traitements administrés hormonaux après un cancer du sein ou après un autre cancer, en tout cas les traitements hormonaux. On a également ce type de douleur également dans certains Covid longs. Et une chose en tout cas qui est importante, dans ma pratique, je me suis rendu compte que beaucoup de mes patients fibromyalgiques me signalaient des antécédents de violences sexuelles. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder. Alors, je pense de toute façon qu'aborder les violences sexuelles est important dans le suivi d'un patient. Je dirais a fortiori lorsqu'il s'agit de patients qui présentent un syndrome fibromyalgique, non pas de façon à les enfermer dedans en disant ah ben c'est pour ça, bien entendu, mais parce que la prise en charge du traumatisme lié aux violences sexuelles doit faire partie intégrante de la prise en charge de la fibromyalgie. Diapositive suivante. On sait en effet qu'une douleur, elle a toujours plusieurs composantes. Elle a une composante cognitive, avoir une douleur épouvantable parce qu'on est en train d'accoucher,
ça n'est pas la même chose qu'avoir une douleur épouvantable parce qu'on est en train de mourir d'un cancer. Donc, cette composante cognitive a vraiment une importance et il est important de savoir quelle est l'idée du patient quant à sa douleur. Certains patients vont y tenir un petit peu d'une certaine façon. J'ai mal, donc je sais où j'en suis. D'autres, au contraire, vont penser que plus la douleur est intense, plus elle signifie qu'il se passe quelque chose de grave. Donc, c'est important de voir avec eux quelle est leur représentation. Ce qu'ils ressentent, hein, certains patients vont vous dire très franchement, mais écoutez, moi, cette douleur, elle me déprime. Hein, je ne peux plus avancer, je ne suis plus moi-même. Il y a la composante, bien sûr, sensorielle, et il est important, là encore, de faire décrire aux patients de la façon la plus précise possible, quitte à utiliser d'ailleurs des images plutôt qu'un vocabulaire médical, ce qu'ils ressentent, quel type de douleur. Hein, ne pas hésiter à dire « c'est comme si », et les laisser continuer. Et puis la composante comportementale, qui va être notamment très importante dans la prise en charge, ce que je fais. J'ai mal, donc je ne bouge plus. Hein, sachant que ça va être cette kinésiophobie contre laquelle il va falloir en grande partie lutter, notamment dans le domaine de la fibromyalgie, mais pas uniquement. Diapositive suivante, d'abord on arrive au cas suivant que je vais vous exposer et auquel Evelyne va répondre. Donc, toutes les questions que vous avez, on les traitera. Hein, si vous en avez d'autres, bien sûr, on vous laissera un temps pour ceci après avoir parlé de ces 3 cas cliniques. Et je vais donc vous lire le cas de Madame L, qui a 28 ans et qui a une endométriose qui a été diagnostiquée il y a 1 an avec une prise en charge hormonale en continu, de façon à faire disparaître les règles. Elle vient vous voir pour régulariser un arrêt de travail, car elle n'a pu s'y rendre la veille en raison des douleurs pelviennes, irradiant dans le dos, ainsi que des diarrhées. C'est le 3e épisode cette année. Avant d'arriver aux questions qu'on vous pose, je vous rappelle juste, et là, excusez-moi, je ramène ma casquette ordinale pendant juste 2 secondes et demie, qu'un arrêt de travail ne peut pas se régulariser, que vous avez vu le patient ou la patiente ce jour-là, donc vous écrivez que l'arrêt de travail, c'est à partir du jour où vous la voyez. Merci, et on va arriver aux questions. Vous proposez une rééducation périnéale. Vous prenez un temps long avec des techniques d'accompagnement thérapeutique pour qu'elle prenne bien son traitement hormonal. Vous l'orientez vers un chirurgien viscéral. Vous lui prescrivez des médicaments, c'est-à-dire du Spasfon 3 fois par jour et du Smecta pour ses troubles digestifs. C'est à vous. Le sondage est lancé. Donc, pendant le sondage, j'en profite pour répondre à une question concernant le cas précédent. La mise sous antidépresseur est-elle systématique pour lutter contre les douleurs de fibromyalgie? La réponse est non. On peut donner, hein, comme Evelyne l'écrit, on peut donner des antidépresseurs lorsqu'il y a une dépression associée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on peut également essayer dans certains cas des antidépresseurs, mais il s'agit en particulier d'antidépresseurs tricycliques ou de Cymbalta, à des doses qui sont différentes d'ailleurs des doses du traitement de la dépression et à visée antalgique et non plus du tout antidépressive. J'en profite aussi pour répondre quand l'a pas dit, hein, la solution de cas précédent avec le patch de fentanyl à petite dose, la réponse est clairement non. Hein. Des longues durées morphiniques sur ce type de syndrome, vraiment, c'est pas adapté. On a encore, pour passer un tout petit cas très ponctuellement, si on a des crises aiguës, mais c'est vraiment pas le traitement de choix. Et puis surtout, ça marche pas. Oui, non, ben c'est ça. Et donc, pour répondre à une autre question qui demandait si la kiné ne pouvait pas aggraver les douleurs, non, encore faut-il que le kiné, en effet, sache faire les choses très progressivement en restant sous le seuil douloureux, mais la lutte contre la kinésiophobie, je le répète et je le répéterai probablement encore, est fondamentale. Dans le cadre du réseau, d'ailleurs, c'est une de nos missions d'accompagner les kinés. On a tout un programme de diffusion des recommandations sur ces pratiques-là, de la prise en charge de la douleur chronique. Et donc, ça permet aussi d'accompagner les kinés dans les prises en charge des patients. Voilà, c'est une petite digression. Donc, alors, notre cas d'endométriose.
Alors, vous êtes 29 à avoir répondu. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, c'était encore une fois, c'est notre manière d'être un peu interactif avec vous. Vous êtes nombreux, donc c'est compliqué aussi. Et vous préférez de prendre un temps long avec des techniques d'accompagnement thérapeutique pour qu'elle prenne bien son traitement hormonal. Effectivement, c'est voilà, l'explication, la compréhension de ce qui se passe dans l'endométriose va vraiment. L'idée, c'était ça, c'est que les arrêts de travail répétés, forcément, il va falloir un peu voir qu'est-ce qui se passe. Le traitement hormonal est fait pour stabiliser la situation, et l'endométriose, effectivement, c'est au moment des règles. Donc, si on prend un traitement hormonal continu, ça stoppe les règles et donc ça stoppe la sensation douloureuse. C'est l'enjeu de ces traitements-là. Oui, la rééducation périnéale, ça je vais y revenir, je voulais vous donner quelques petits éléments sur ça. Alors 30% des patientes atteintes d'endométriose peuvent devoir être soulagées par la chirurgie, mais ce sont vraiment des cas qui doivent, là pour le coup, relever d'un spécialiste. C'est vraiment pas, même si elles sont nombreuses, il faut vraiment cerner les cas pour que ce soit bénéfique pour les patients. Donc c'est vraiment un avis spécialisé. Et alors le spasson, voilà, je voulais un peu y revenir. Donc c'est vrai que c'est tentant, mais dans certains cas, c'est pas toujours évident et parfois même ça les aggrave. Alors, diapo suivante, je voulais vous donner quelques petits éléments de réflexion. Donc voilà, avant tout, l'endométriose est une douleur finalement d'allure neuropathique. Elle est bien sûr c'est les tissus qui ne sont pas au bon endroit dans le péritoine et qui vont occasionner des douleurs importantes. Et il faut vraiment les traiter comme une douleur neuropathique. Ça veut dire qu'on peut aussi, dans la problématique douloureuse, ce n'est pas toujours le cas dans l'endométriose, mais lorsqu'il y a un enjeu de douleur, ça peut être ce panel de thérapeutiques qui peut rendre service. L'inflammation, c'est vraiment pas, c'est ça le message, c'est que c'est vraiment pas le premier élément, sauf dans le tout moment du début des règles éventuellement, mais finalement, on risque en fait de faire de la sensibilisation centrale et de chroniciser un petit peu les douleurs. Donc c'est pas le traitement de choix. Oui, je vous remettre la douleur qui est assez caractéristique des douleurs projetées. Parfois, les personnes peuvent se présenter avec des douleurs projetées qui sont liées en fait à l'atteinte sous-diaphragmatique de l'endométriose. Faut juste le savoir. Et plus l'endométriose est avancée, plus ça a tendance à figer les tissus. Et donc, ça a tendance à... Et c'est ça qui crée aussi des douleurs, en fait, par le fait que les tissus sont plus rigidifiés. Et lors des mouvements viscéraux, c'est ça qui va occasionner les douleurs. On a souvent des dyspareunies, on va avoir aussi des douleurs vésicales qui ne sont pas des cystites, mais qui sont liées au fait que les tissus sont un peu figés. Et donc, on va avoir ce type de douleur-là. Et ces patientes-là, la kiné périnéale spécialisée va assouplir les tissus, on va effectivement améliorer et donner un peu de confort. L'autre prise en charge peut être effectivement la TENS localisée, qui, là, pour le coup, va avoir une action antalgique par l'effet gate control et peut-être, sur certains programmes, une action justement sur la motricité et essayer d'assouplir un peu en interne les tissus. Et c'est là où ce spasson, en fait, qui est un antispasmodique, finalement, peut peut-être ne pas être performant pour cette raison-là, à cause du fait que les tissus sont figés finalement et rigidifiés par la maladie. Alors, c'était le petit message. Et bien sûr, ces patientes-là vont avoir une amplification cognitive, c'est-à-dire que le retentissement émotionnel, elles ont souvent des parcours extrêmement longs avant la reconnaissance de l'endométriose. On parle de plusieurs années, où ce sont des douleurs qui peuvent être négligées, un peu moins maintenant parce qu'on en parle plus, mais c'est souvent des parcours très longs et qui ont des retentissements importants. Et donc, les réponses avec des approches psychocorporelles peuvent aussi du soutien, peuvent aussi apporter de l'accompagnement, du fait de partager quand ce sont des ateliers de groupe avec d'autres personnes sans être dans le groupe de parole, peut permettre quand même de délier un certain nombre de choses. Outre que l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage de la relaxation, c'est pas tellement pour se relaxer en soi, c'est surtout parce qu'on sait que ça met le cerveau dans un état qui fait qu'il est moins apte à percevoir la douleur à force de répéter ces exercices. Donc c'est ça qu'on enseigne aux patients pour
qu'effectivement, la restructuration neuronale permette de moins percevoir la douleur chronique. Donc, c'est ça l'enjeu. Et un tout petit mot, c'est ça qu'on voulait partager avec vous, avant de garder un petit temps pour les échanges. C'est un projet qu'on est en train de mettre en place avec le centre de référence qui est le centre hospitalier de Saint-Joseph, qui donc eux sont centre de référence pour d'une part le diagnostic de l'endométriose et pour ce qui est de la prise en charge de la douleur, c'est vraiment de faire là aussi dans cette idée de gradation des soins, les douleurs ou lorsqu'il y a des problèmes, des enjeux de fertilité, là, c'est vraiment l'enjeu des centres de référence. Et lorsque c'est une prise en charge de la douleur chronique, bien, du coup, on peut avoir un niveau de gradation qui n'est pas le centre de référence hospitalier pour justement permettre de coordonner en ville avec vous, faire du lien lorsque c'est compliqué avec le kiné, avec d'autres techniques, mettre en place le programme d'éducation thérapeutique, accompagner ces patientes-là en termes de reconnaissance et de soutien et pouvoir justement permettre une prise en charge de qualité coordonnée avec vous. C'est ça le message, de rester comme petite, voilà, je viens la diapo d'après, un petit peu, voilà, l'idée c'est de sortir, hein, comme je disais au départ, sortir un peu, alors chacun son image, moi j'aime bien la flotte de laine, je crois que Natacha aussi, mais je vous en ai mis d'autres, c'est l'idée de trouver une voie avec le patient sur un chemin qui va lui permettre de ne pas être figé sur la douleur. Donc l'idée, c'est vraiment de le sortir de là, évidemment avec l'étiologie, enfin avec le bilan étiologique. Hein, on ne traite pas de douleur sans savoir ce qu'on traite, mais c'est bien cette reconnaissance, ce parcours, éviter l'escalade thérapeutique qui souvent n'est pas médicamenteuse. C'est vraiment pas l'enjeu, à part des choses un peu spécifiques, des douleurs neuropathiques, ou là où dans le cadre du réseau, on peut effectivement, ça fait partie de l'aide, des conseils, des suggestions qu'on peut faire à la suite de notre évaluation. Et l'idée, c'est d'être dans cette réponse graduée. Les centres experts, le tout clé en main, on pourrait dire pluri, pour les patients les plus complexes qui demandent le plus d'expertise hospitalière, et l'intermédiaire, les patients qui sont compliqués pour vous, soit parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs qu'il faut se coordonner, que c'est compliqué, soit parce que le patient, vous êtes un petit peu limité, vous ne savez plus trop quoi faire, c'est difficile à suivre des douleurs chroniques et du coup, ça permet de relayer sur des ateliers de groupe, sur d'autres, et la coordinatrice de chez nous, qui quand même fait un gros lien téléphonique de soutien, d'accompagnement de ces patients-là, et toujours en vous renvoyant ce qui se passe pour que vous sachiez. Et puis, si ça va bien, l'idée, c'est que vous passez tout seul avec vos correspondances, il n'y a pas de souci, évidemment. Là aussi, nous, on a une file active qui est assez limite, mais à l'heure actuelle, on n'a pas trop de délai de prise en charge sur les patients qui nous sont adressés. Donc, comme voilà. disait Evelyne, j'aime bien, on peut repasser à la précédente un petit instant, pardon. J'aime beaucoup l'idée de la pelote parce qu'en fait, moi, ma pelote à moi, elle me paraît encore beaucoup plus emmêlée que celle-ci. Et donc, il y a plusieurs fils qui en sortent. Et en fait, les patients, ils arrivent avec plusieurs fils. Et on peut en saisir un ou l'autre. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de ne pas calquer nos propres désirs, notre propre représentation sur ces douleurs complexes. Ça ne veut pas dire qu'il faille adhérer aux explications, aux rationalisations du patient, mais il faut tenir compte de leur représentation et surtout de ce qu'ils désirent. J'ai le souvenir d'un patient dont on ne pouvait absolument pas équilibrer le traitement morphinique. En fait, tout simplement, on lui avait donné à des horaires fixes, qui étaient bien, avec des interdoses, sauf que lui, ce qui était important, c'est qu'il aille chercher à 16h30 sa petite fille à l'école. Et donc, il ne pouvait pas prendre ses doses aux heures qui étaient prescrites. Du coup, il avait trop mal à certains moments, il s'endormait à d'autres. Et voilà, tant qu'on n'avait pas compris ça, on était en échec. Je pense qu'il est très important aussi de garder notre capacité à réévaluer les traitements. Je dis bien les traitements. Tout à l'heure, se posait la question de la mésothérapie. Pourquoi pas ? Nous sommes médecins et nous avons une obligation quand nous prescrivons un traitement, de le surveiller, de le réévaluer et de le modifier si le traitement n'est pas efficace. Il ne faut pas d'inertie de notre part. Si on se rend compte en effet qu'il y a une augmentation des doses de morphinique, eh bien, c'est soit que la douleur augmente, soit que la douleur n'est
pas simplement nociceptive et qu'il y a une part neuropathique, comme le disait Evelyne, soit qu'il y a une tolérance qui se met en place, mais en tout cas, voilà, ne restons pas inertes devant quelque chose qui se modifie et exigeons de nous-mêmes que les traitements que nous prescrivons soient efficaces. Et bien entendu, ce sont des traitements qui se font encore peut-être plus que dans d'autres domaines, en collaboration, en tenant compte des désirs de nos patients. On va maintenant passer aux questions. Alors oui. Donc, la neuropathie à petite fibre, oui. quand faut-il l'évoquer? Je sais pas. Enfin, principalement, la fibromyalgie, c'est quand même plutôt le versant de l'hypersensibilisation centrale. C'est-à-dire que le seuil douloureux, il va être plus élevé et on va être dans l'hypersensibilité par le dérèglement en fait, du système nerveux plutôt central. Alors, on a sûrement, c'est vrai qu'on commence à avoir ces pistes-là des atteintes des petites fibres. Ça peut aider pour ne pas s'acharner sur les traitements d'hypersensibilisation. Mais on n'a pas non plus de choses très spécifiques une fois qu'on a dit ça. La prise en charge de la personne fibromyalgique, elle va surtout reposer sur la gestion des gestes quotidiens, l'apprentissage du fractionnement, parce qu'en fait, c'est des gens qui vont se faire mal tout le temps, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah, mais… ils repaillent la cuisine, ils n'en peuvent plus, et au bout d'une heure, ils sont effondrés. » Donc, on leur apprend, en fait, on dit, bon, si vous avez mal au bout de 50 minutes, vous arrêtez à 45, vous arrêtez à 40, pour ne pas être au seuil de la douleur, pour, en fait, désensibiliser. Donc, ça s'apprend avec des programmes de kiné. C'est plutôt sur ce type de prise en charge qu'on va fonctionner. Et je crois qu'il faut essayer d'éviter d'enfermer les patients qui souffrent de fibromyalgie dans un diagnostic purement biologique ou purement anapathe, parce qu'en effet, ça ne leur apporte rien. Et puis, une fois qu'on a dit ça, voilà, on n'avance plus. Donc, je pense qu'il faut leur expliquer que c'est une vraie pathologie, que c'est quelque chose qui est compréhensible, qu'il y a des traitements. Il faut les rassurer en leur disant qu'ils ne termineront pas en fauteuil roulant. Il faut essayer également de mettre en place un lien de confiance, parce que ce sont des patients qui ont souvent une grande errance thérapeutique qui à terme peut être dangereuse pour eux, sans parler du coup bien entendu des soins. Donc voilà, le fait de se poser un peu en référent coordinateur, quitte à demander en effet dès que le tableau change et dès qu'on en a besoin un avis spécialisé, que ce soit par le biais de réunions pluridisciplinaires, que ce soit en sollicitant un spécialiste. Voilà, il est important de garder une cohérence, je pense, dans toutes ces douleurs chroniques. Alors, j'essaie de regarder, il n'y a pas d'autres questions? Alors, je voulais rajouter justement ce qu'on voit dans la prise en charge maintenant avec l'expérience qu'on a des patients sur ce système coordonné, c'est qu'on réduit très notablement le nomadisme médical des personnes qui rentrent dans le réseau. Parce qu'on a un suivi de questionnaire, ça on ne vous l'a pas dit, mais qui sont un peu pédagogiques et thérapeutiques pour le patient. Le fait de s'évaluer, le fait d'écrire, le fait de regarder sa douleur. Et puis, on a des indicateurs, justement, on leur demande quel est le nombre de personnes qu'ils ont consulté pour la douleur dans les 6 mois précédents, et on l'évalue 1 an après. Et là, on voit une chute drastique. C'est-à-dire que ça fidélise, et ça, c'est très important, cette confiance dans le thérapeute qui va les accompagner, qui va les suivre et qui va leur éviter. Et c'est normal, quand ils ne sont pas soulagés, ils vont chercher plein de trucs partout ailleurs. Et ils vont multiplier comme ça les consommations de soins parce qu'ils sont mal. Ils sont mal et ils sont mal. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a une question du docteur Tassin. Les centres antidouleurs sont-ils un interlocuteur adapté pour prendre en charge une consommation chronique dentalgique type codéine qu'on souhaiterait sevrer? Oui, alors on peut passer par centre de douleur, mais on a déjà dans le cadre du réseau accompagné ce type de sevrage. Donc là, je dirais ça dépend de la disponibilité aussi que vous avez, parce que ça va demander quand même un peu de collaboration. Mais on n'est pas obligé d'attendre le centre. Il y a des sevrages qui peuvent se faire au domicile si on pense qu'on peut le gérer en ville sans besoin d'hospitalisation. Ça nous est déjà arrivé pour certains patients qui ont confiance et qui ont mis en place ensemble des stratégies qu'on va accompagner pour effectivement permettre aux patients de faire autrement que d'être obligés d'être dans ces consommations. Ça, c'est un enjeu très important. Les opiacés, les paliers 2, c'est quand même des opiacés dits faibles, mais en particulier le tramadol. Alors, quand on a besoin, là encore, il ne faut pas se priver de prescrire, mais il faut faire attention au phénomène de tolérance
quand les patients commencent à en prendre plusieurs fois par jour, après, et qui sont toujours douloureux, ça ne fonctionne pas très bien sur le symptôme. Donc, voilà, donc c'est vraiment, et je pense au problème du post-opératoire. C'est un des grands enjeux là, qui est en discussion. À peu près 20% des patients traumatisés par la chirurgie vont avoir des prescriptions d'une part de tramadol qui finalement vont être prescrites un petit peu sans réévaluation derrière, parce qu'ils ne viennent pas toujours vous voir facilement. Ils sont revus 6 mois après en orthopédie et puis qui ne va pas forcément se concentrer sur la prescription. Les médicaments peuvent être renouvelés alors que la prise en charge de la douleur n'a pas été réévaluée et on a des tolérances et des chronicisations des prises médicamenteuses qui sont vraiment délétères et des entretiens de douleurs chroniques liés à ces médicaments-là. Donc ça, c'est un point de vigilance très important sur le post-opératoire pour réadapter les prescriptions sorties. Et d'où l'importance, encore une fois, de la réévaluation. C'est vrai que tout patient qui se met à prendre de plus en plus de médicaments et qui continue à avoir mal, il faut vraiment se poser donc ces questions qu'on a évoquées tout à l'heure. On nous demande pourquoi le Lyrica est sur ordonnance sécurisée. Oui. Donc, on avait abordé en effet ce sujet. Il y a également des problèmes d'accoutumance avec le Lyrica qui doit maintenant donc être prescrit de façon sécurisée. Tu en avais dit un mot, Evelyne. Oui, alors aussi parce que le Lyrica, il est l'objet de mésusage, parce que les patients, encore une fois, essaient de se soulager. Or, il a un fort pouvoir addictif qui est plus important que la gabapentin, donc le Neurontin, son cousin qui est plus ancien. Et il a ces facultés-là, il est discrètement anxiolytique, donc des fois, ça peut nous arranger aussi. Là encore, il ne faut pas non plus dire je prescris plus, c'est un médicament qui peut être très intéressant, mais c'est juste, et le législateur a choisi devant l'ampleur, parce qu'on commence à avoir les prescriptions qui augmentent et surtout des patients avec même des doses ponctuelles, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à prendre 50-100 mg d'un coup et ce n'est pas forcément une durée longue dans le temps, c'est aussi le fait qu'ils ont un effet un peu euphorisant et que du coup, ils s'habituent à la molécule et puis petit à petit, il est détourné. Alors, ils ne font pas exprès, parce qu'ils cherchent du soulagement et finalement, c'est une molécule quand même qui a un fort pouvoir addictif. Et donc, le législateur a choisi de faire ça de manière, parce qu'on sait que ça fonctionne, ça a fonctionné pour des hypnotiques, etc., pour d'autres molécules, parce que ça oblige, en fait, ça limite la prescription à 6 mois et ça oblige à revoir le patient et à réévaluer vraiment l'intérêt pour ce patient-là. De voir et donc, il faut un critère d'évaluation. Quand on le prescrit, qu'est-ce qu'on attend du médicament ? Si on reste sur avoir moins mal, souvent, ça ne va pas être suffisant. Il faut vraiment un critère. On est dans le domaine de la douleur neuropathique. Le territoire doit être réduit. Il y a moins de fréquence de la recrudescence douloureuse. Ça, c'est un argument important. Quelqu'un qui a mal 3 fois par jour avec des recrudescences douloureuses, notre neuropathie post-chirurgie du sein, le critère d'évaluation, après 1 mois de prescription de cette molécule, c'est que la fréquence doit être diminuée. Que le patient, il n'ait plus qu'un épisode par semaine ou 2 épisodes par semaine, en tout cas moins qu'avant. On doit avoir un critère d'évaluation un peu plus précis, partagé avec le patient, plus précis que simplement ne plus avoir mal, avoir une vie normale, parce que les patients ont souvent ce genre de demande, et qu'il faut vraiment s'habituer à leur demander un objectif plus précis pour réévaluer la molécule. Réévaluer également l'activité. Il y a une question qui est importante lorsque les gens disent je ne peux plus rien faire. Ok, qu'est-ce que vous avez arrêté de faire à cause de cette douleur? Et donc vérifier qu'ils sont capables de reprendre cette activité. Il y a une question concernant le sevrage de la codéine pour savoir si ça relève de l'addictologie et peut-on y adresser les patients. Tout dépend en fait de quel type d'addiction à la codéine. Si vous avez un patient douloureux qui s'est retrouvé addict à la codéine parce qu'il a une douleur, vous allez avoir du mal à l'adresser en addictologie sans traiter sa douleur par ailleurs. Si vous avez un patient qui consomme de la codéine de façon récréative sans douleur sous-jacente, là, on est bien entendu plus dans un domaine d'addictologie. Mais je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. Et là, il y a une question pour toi, Evelyne. Comment faire pour bénéficier de formation? Eh bien, il suffit de nous appeler. on organise vraiment, c'est vraiment notre souhait d'organiser régulièrement ce qu'on appelle, nous, des sensibilisations pluri, c'est-à-dire qu'on aime bien mettre les professionnels d'un territoire ensemble, kinés, psychologues et médecins, pour se rencontrer d'une part. Alors, c'est aussi de la visio en fonction des conditions sanitaires.
et de partager justement les grands champs de la prise en charge de la douleur chronique, voilà, de partager des réflexes de prise en charge ou des pratiques. Voilà, donc ça, on sait que ça fonctionne bien. Et puis, alors j'en profite pour lancer aussi notre projet un peu sur le modèle, et pour être plus dans les territoires 95-77 en particulier. On aimerait mettre un modèle de compétences avancées, c'est-à-dire que pour des médecins type Natacha, qui ont déjà acquis un certain nombre de compétences et d'appétences pour ces patients-là, qu'on puisse justement avoir des évaluations dans le cadre des dérogations tarifaires pour des collègues et pouvoir avoir un temps, soit on arrive à le faire tout seul parce qu'on a appris à le faire, hein, soit on a besoin d'un collègue pour limiter, pour graduer la prise en charge et pour avoir un avis de quelqu'un qui a un temps dédié ou en tout cas une dérogation pour prendre un temps et qui a une compétence sur ce type d'évaluation. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis on recrute un médecin coordonnateur dans le réseau à partir de janvier. Voilà, j'ai lancé mes appels. Donc pour les formations, on en organise tous les 2 mois. Enfin, ça dépend un peu du nombre de personnes. Dès qu'on a un petit groupe, en fait, on organise une formation échange. Voilà, et vous avez la possibilité, bien entendu, quand vous adressez un patient, de participer à une RCP le concernant. Hein. De toute façon, quand un de vos patients est inclus, on vous propose de participer à une réunion de dossier lorsque le cas du patient est envisagé. Il y a également, tu veux peut-être en dire un petit mot, Evelyne, la prochaine journée annuelle de LCD. Oui, donc ça, c'est notre grand rendez-vous annuel. Donc effectivement, le 11 décembre, avec de la convivialité. J'espère que là aussi les conditions sanitaires nous permettront. Donc ça se passe à la FIAP sur inscription sur le site internet, c'est gratuit bien sûr. Donc on a plusieurs communications sur le Covidion, sur les douleurs séquelaires du cancer du sein. Et d'autres domaines, je ne l'ai plus en tête, mais vraiment une journée qu'on aime beaucoup pour échanger, prendre plus de temps. Là, on sait que sur un webinaire, c'était compliqué d'échanger avec vous, mais grand merci en tout cas, et on espère vous retrouver autour de cette journée ou à d'autres moments dans l'année. Donc, vous avez les coordonnées pour tout ceci. Ah oui. Donc, la journée, c'est à la FIAP, dans le 14e arrondissement. Et ce sont en effet des journées qui sont toujours absolument passionnantes et puis qui permettent aussi de se rencontrer. Et le but, bien entendu, est sournoisement aussi d'amener beaucoup d'entre vous à travailler dans ce domaine et à devenir elles-mêmes des personnes ressources. Marie, si vous pouvez passer la dernière diapo, s'il vous plaît. Et oui, on en arrive à la dernière diapo. Et sinon, pour se former, eh bien, je reviens à Noël et au numéro réflexe unique, le 01 45 45 45 45, hein, le numéro unique régional, et il y a des formations qui seront voilà, extrêmement régulières, qui sont aussi un moment où on peut se retrouver. Alors, pour l'instant, bien entendu, tout se passe par Internet. J'ose espérer qu'un jour, ça se passera un tout petit peu plus in vivo. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des rendez-vous avec le 9 décembre, un webinaire sur le Covid long, et ensuite en janvier, février, mars, avril, hein, à raison d'une formation par mois, on va essayer de garder cette stimulation et ce lien. Voilà, Noël, est-ce que vous voulez conclure ? Remercier tout le monde déjà pour leur participation et merci à tous les intervenants d'avoir travaillé sur ce webinaire. Donc, c'est votre dernière chance si vous avez des questions supplémentaires à poser. Et... on peut rester quelques minutes sans problème, mais on s'est engagé à vous libérer à 9h30. Donc, voilà. Et donc, on est parfaitement dans les temps. Là, je dois dire, je suis moi-même surprise. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Donc, je répète pour ceux qui seraient intervenus, qui seraient arrivés en cours de route, que oui, le webinaire est enregistré et que donc, il y aura un lien qui sera adressé à toutes les personnes qui étaient inscrites et qui soit n'ont pas pu voir en totalité, soit n'ont pas pu assister du tout à cette formation.
Voilà. Et écoutez, en espérant vous revoir tous très bientôt.